Le 19h30. Sacha Daoud. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 13 août. Incertitude autour de la rentrée scolaire. Tous les enfants pourront-ils reprendre le chemin de l'école en septembre? Cela dépendra évidemment de la crise sanitaire. Nous ferons le point avec notre invitée Anne Tillman, membre de la Task Force pédiatrique. Les masques sont obligatoires à Bruxelles depuis hier et beaucoup s'interrogent sur l'efficacité de la mesure. À Charleroi, l'obligation est en vigueur depuis 2 semaines et nous verrons si cela a eu un certain effet. Il y a de l'orage dans l'air et je ne vous parle pas de la colère du ciel, mais plutôt de celle de certains négociateurs politiques. Un communiqué commun d'Écolo et du MR a provoqué aujourd'hui pas mal de tensions. Nous verrons avec Elisabeth Broutars si cela va ou non retarder les négociations. Et puis des records de chaleur et de sécheresse sont battus en ce moment chez nous. On n'avait plus vu ça depuis 1976. Madame, Monsieur, bonsoir. La rentrée scolaire de septembre prochain semble encore bien incertaine. Que de questions. Où en sera l'épidémie de coronavirus? Toutes les classes pourront-elles reprendre un rythme normal? Faudra-t-il remettre en place des aménagements spécifiques dans les classes? Les réponses sont peu claires encore, avouons-le. Conséquence, dans les écoles, les directeurs s'interrogent et dans les magasins, les parents ne se ruent pas sur les fournitures. Dominique Dussin. Les écoles sont encore désertes à plus de 15 jours de la rentrée. Ce n'est que la semaine prochaine que petit à petit la vie reprendra. Une rentrée pleine d'incertitudes, les conditions sanitaires sont loin d'être satisfaisantes et il va y avoir beaucoup d'élèves à gérer. Ici à Notre-Dame de Dinan, ce sont plus de 1000 élèves qui sont attendus, 1000 élèves qui devront respecter les règles de distanciation. Ce n'est pas vraiment une crainte, les élèves globalement respectent parfaitement ce qu'on leur demande au niveau des règles de distanciation et du port du masque, mais il est tout à fait clair que le port du masque, notamment dans des contacts sociaux, est une difficulté pour les adolescents, d'ailleurs qu'ils soient plus jeunes ou plus âgés, le problème reste assez le même. Différents scénarios ont été prévus selon l'évolution des conditions sanitaires. Des couleurs allant du vert au rouge définiront la façon dont la rentrée se déroulera. Pour le moment, elle sera jaune, à savoir présence 4 jours par semaine et port du masque, mais elle pourrait passer à orange, où les élèves ne viendraient plus que 2 jours par semaine à l'école. On n'en est pas encore là, mais il faut l'envisager. Il est beaucoup plus facile de travailler avec des élèves évidemment présentiels qu'à distance. Et pour les élèves, c'est également un gage de stabilité d'être présent pendant les 5 jours. Donc plus ils sont là, plus ce sera facile de les encadrer, de les aider, de leur permettre de retrouver une stabilité dans le milieu scolaire. Mais évidemment, la situation ne nous appartient pas, la décision ne nous appartient pas. Ces incertitudes sur les conditions d'accueil ont aussi une influence économique. Face à l'inconnu, les parents préfèrent attendre avant d'équiper les enfants et du coup, les rayons de fournitures scolaires restent déserts à 2 semaines de la rentrée. Normalement, en cette période, on est déjà en plein rush de rentrée des classes depuis au moins 1 semaine, donc ça continue tout le mois d'août, donc là c'est très calme. Au niveau européen, la gestion scolaire lors du déconfinement avait été très différente d'un pays à l'autre, certains n'accueillant que les plus petits élèves, d'autres que les plus grands. En Italie, les écoles sont même restées fermées. La rentrée scolaire devrait aussi se faire selon différentes modalités, de pays à pays, voire de région à région. Le point avec notre invitée Anne Tillman. Docteur Anne Tillman, bonsoir. Vous êtes pédiatre, vous êtes également infectiologue et membre de la Task Force pédiatrique qui réfléchit notamment à toutes ces questions liées à l'école. Si la situation sanitaire reste telle qu'elle, que prônez-vous aujourd'hui? Une rentrée massive pour tous les élèves dans toutes les classes ou quand même certaines exceptions? Donc ce qu'on désire, c'est vraiment une rentrée pour tous. On se rend compte que vraiment pour le bien-être des enfants, c'est très important qu'ils puissent tous aller à l'école. Et ceci dans le respect du code couleur justement dont on parlait juste avant, qui a été discuté avec les différents intervenants qui interviennent dans les écoles. Donc le code jaune de préférence pour tout le monde. Donc ça veut dire 100% des élèves du primaire et du secondaire qui pourraient aller à temps plein à l'école. Et alors éventuellement certaines zones en code orange en fonction de l'évolution de l'épidémie d'ici la rentrée, afin que la sécurité de tous, tant des élèves que des professeurs, puissent être assurés et que les parents surtout puissent être rassurés aussi et qu'ils envoient tous leurs enfants à l'école, qui respectent ce qu'on leur demande de faire finalement. Vous anticipez un peu ma question, mais c'est parce que vous avez vu le reportage de Dominique Dussin où on sent cette crainte évidemment. Est-ce que la littérature scientifique a évolué un peu pendant le mois de juillet par exemple? Est-ce qu'on peut être rassurant justement sur la transmission élève-prof, prof-élève?
Donc le premier élément qu'on peut déjà dire par rapport à ce qui s'est passé cet été, c'est qu'on a eu vraiment des confirmations par rapport à ce qu'on savait déjà. Ça veut dire que les enfants sont peu souvent malades et quand ils sont malades, ils sont moins sévèrement malades que les adultes. Et alors le deuxième élément qu'on a, c'est que quand on fait des frottis au niveau de l'arrière-nez des enfants, on retrouve la même quantité de particules virales que ceux qu'on trouve chez des adultes. Mais néanmoins, quand on examine les différentes épidémies qu'on peut voir tant au sein de familles qu'ailleurs, on se rend compte que plus souvent ce sont des adultes qui sont impliqués. Donc par exemple, une étude en Suisse montrait que quand on avait une épidémie avec plusieurs cas dans les familles, dans plus de 90% des cas, c'était les adultes qui étaient responsables de ces épidémies et dans 8% des cas, c'était les enfants. Donc clairement, les enfants ont un rôle secondaire par rapport aux adultes. Un mot encore, parce que forcément, il y en a senti beaucoup d'incertitudes, je l'ai dit. Quand des décisions vont-elles tomber? Quand saura-t-on si tout le monde, précisément, retourne en classe? Donc ce sont des décisions qui sont en cours. Différents acteurs sont en train d'en discuter, mais je pense que vraiment tout le monde est en train d'œuvrer un maximum pour que 100% des élèves puissent assister au cours un maximum de temps. Des réunions qui sont prévues bientôt? Dans les jours qui viennent, oui, il y a déjà des réunions qui sont en cours avec la task force notamment, avec les ministres, avec les syndicats également. Eh bien, vous passerez un petit coup de fil pour vérifier le résultat de tout ça. Merci à vous d'être venu sur le plateau du journal télévisé ce soir et d'avoir tenu justement ces propos sur ce que l'on sait sur cette épidémie et son évolution. Depuis hier, le masque est obligatoire dans les 19 communes bruxelloises et la mesure semble très largement respectée. On ne sait pas si c'est en raison d'une réelle prise de conscience de la population ou si c'est plutôt par peur d'une sanction, car il faut préciser, cette sanction, elle est de 250 €. Voilà qui a sans doute de quoi refroidir même les plus réfractaires au port du masque. Éric Bévert, aujourd'hui, a suivi une patrouille de police dans les rues de Bruxelles. Cécile et Thierry sont en patrouille avec leur chien Nico dans les rues de Forêt. Mission, vérifier que le port du masque est respecté et convaincre les éventuels distraits de le mettre. Bonjour monsieur, faut mettre le masque. Ah oui, même en vélo? Oui, même en vélo, oui. Vous saviez pas qu'il fallait pour le vélo, quoi? Non, pour le vélo, je savais pas. Donc voilà, on s'habitue. Hein. Vous mettez pas de PV? Non, on est plus dans une période de sensibilisation justement pour. On essaye de faire comprendre aux gens que c'est très important. C'est des mesures sanitaires, donc on en reste là. Et puis si les gens ne comprennent vraiment pas à ce moment-là, oui, il y a moyen de verbaliser, oui. Une amende de 250 €, mais aujourd'hui, le carnet de PV restera en poche. Le souci quand on est policier en uniforme, c'est qu'on est vite repéré. Moi, je mets toujours le masque. Mais on ne respire pas avec ça, hein. Avec la chaleur, c'est pas évident, hein. C'est vrai. Hein. Et là, vous l'aviez pas quand on est arrivé. Hein. Ah si, je l'avais. Quand on a le dos tourné, je suppose qu'évidemment, étant donné la chaleur, les problèmes de chacun, on le retire pour une bonne raison ou pas. Et du coup, on a la peine le dos tourné que oui, le masque est souvent retiré. C'est un peu désespérant pour vous, non? Bah, on répète et on répète, c'est notre quotidien, c'est la journée. Faire des remarques, sensibiliser le public, ouais. Comme par miracle, en effet, tout le monde porte le masque au passage de la patrouille. Mais cela n'empêche pas les critiques. J'ai besoin de respirer surtout par cette chaleur, donc je trouve ça insensé, voilà. Pour moi, je dis que c'est en fait une mascarade. Madame, bonjour. Vous mettez le masque au-dessus du visage. Oui, mais à l'intérieur aussi, vous devez le mettre. Hein. Oui. Nos deux policiers contrôlent aussi bien les commerces que les rues et les parcs. L'obligation s'applique partout, mais avec des nuances. C'est malheureusement la même sévérité partout. Bon, on est un petit peu tolérant avec des gens qui se posent pour se reposer un petit peu. On tolère qu'ils l'enlèvent un petit peu pour s'aérer et après... Mais oui, c'est partout, que ce soit dans un parc ou ailleurs, oui. Seules exceptions au masque obligatoire, les sportifs, les enfants et certains fonctionnaires de police. Le port du masque dans une grande ville peut-il réellement influencer positivement la lutte contre la transmission du virus? Eh bien, à Charleroi, on commence à avoir des esquisses de réponse puisque la mesure y est en vigueur depuis plusieurs jours. Il semble que les 200 000 habitants concernés se montrent plutôt respectueux de la règle. Alors, question, est-ce que cela baisse réellement le taux de transmission? Eh bien, Guillaume Wolf a mené l'enquête. 9h30 du matin à Dampremy. Nous sommes à 2 km du centre-ville de Charleroi, mais en pleine zone résidentielle. Peu de gens dans les rues et pourtant ceux qui sont là portent le masque. Je trouve que on ne sait pas comment ça va aller, il n'y a pas encore de vaccin. Et je trouve que c'est important de se protéger et protéger les autres. Il faut dire qu'ici, le masque est obligatoire en rue à tout moment depuis 15 jours. C'est le cas à Charleroi et dans les 15 anciennes communes qui l'entourent. Plus de 200 000 habitants concernés et ceux de Dampremy approuvent cette obligation. Tout à fait, normal, oui. Ça aurait dû être exigé déjà depuis très longtemps, mais enfin, soit, on suit les directives. Vaut mieux le porter. Vaut mieux suivre la règle. Voilà, vaut mieux. Et ça évite de 1 les amendes et de 2 ça évite les risques aussi, quoi.
Autre lieu, autre ambiance. À Jumet, c'est plus animé, mais le port du masque est visiblement moins respecté. Je trouve que c'est important en magasin, au public. Maintenant, quand on est isolé tout seul, je ne crois pas que c'est trop important. On ne va pas se contaminer tout seul, on va dire. Pourtant, la police de Charleroi veille. Après quelques jours de prévention, elle est passée aux sanctions, puis au bilan. Globalement, les citoyens ont bien compris l'importance de porter le masque. Aujourd'hui, les policiers de terrain constatent que 90% des citoyens respectent la consigne et portent leur masque. Et avec quel résultat? Difficile à dire. Charleroi a plus de cas par 100 000 habitants que la Wallonie, c'est logique pour une grande ville. Mais le nombre de cas à Charleroi et en Wallonie ont évolué quasiment de la même façon avant et après l'obligation du port du masque à Charleroi. Bref, difficile d'y voir un effet masque obligatoire. Et pour ce spécialiste qui encourage au port du masque depuis le début, ce n'est pas surprenant. Là, dans une phase plutôt stable, même si les chiffres augmentent un peu, vous n'allez pas avoir un impact majeur, mais vous allez prévenir toute une série de problèmes. Donc, il faut faire fort attention quand on regarde les impacts des mesures prises. En outre, il faut se donner le temps de voir l'efficacité des mesures. Ici, on ne s'est pas vraiment donné le temps de voir l'efficacité des mesures. L'efficacité n'est donc pas encore tranchée, c'est peut-être un peu tôt. En tout cas, après 2 semaines d'obligation à Charleroi, peu de gens semblent remettre en question la mesure. On passe à la politique et aux négociations en vue de former un gouvernement. Pour les uns, ça avance, pour les autres, on ne sait pas dans quel sens. La journée a été marquée par un communiqué surprise co-signé par les familles libérales et écologistes. Elles réclament de la clarté, reprochant aux préformateurs une certaine forme de surenchère pour emmener dans la majorité les verts ou les bleus. On va faire le point là-dessus avec Elisabeth Groutas. Bonjour, vous êtes devant le 16 rue de la Loi. Ce communiqué commun, il a immédiatement fait réagir avec surtout des mots parfois très durs au nord du pays. Oui, les partis flamands de la bulle des 5, donc la bulle des 5 partis qui cherchent un partenaire pour former un gouvernement majoritaire, n'ont pas tardé à réagir à ce communiqué. La NVA, le CDNV, le SPA pointent le MR et particulièrement son président Georges-Louis Boucher qui, selon eux, fait tout pour maintenir la première ministre libérale au pouvoir et qui n'a pas fait une croix sur la coalition Vivaldi qui exclurait la NVA. Et ces partis flamands réagissent aussi négativement au fait que les familles écologistes et libérales disent avoir l'impression de faire l'objet d'une surenchère, de devoir lâcher certains points pour pouvoir monter au gouvernement. Tout cela donc de quoi crisper les discussions en cours avec les deux préformateurs Bart De Wever et Paul Magnette. En tout cas, le président du MR, Georges-Louis Boucher, n'a pas apprécié d'être pointé du doigt à nouveau par la NVA. Écoutez. Et je trouve ça un peu fou, puisque l'objet de notre communiqué, c'est de dire le temps presse, faites un choix, choisissez la famille écologiste, la famille libérale, une autre configuration, les deux si vous voulez, faites un choix. Et donc ça ne sert à rien de rejeter sa responsabilité sur les autres. Quand on est en mission, on a le devoir de convaincre. Et donc, il ne faut pas demander aux autres d'accepter dès le départ, par principe, et de les insulter et de les attaquer lourdement, puisqu'il y a quand même eu des attaques assez lourdes, en espérant qu'alors ils vont baisser la tête. Elisabeth, avec tout ça, une grande question se pose. Est-ce que tout est bloqué ou est-ce que les discussions vont pouvoir reprendre ? C'est prévu en tout cas puisque les libéraux sont invités à un nouvel entretien par Bart De Wever et Paul Magnette. Les libéraux qui demandent que les deux préformateurs fassent un choix pour savoir qui va monter dans les négociations. Et cela risque d'être compliqué aussi parce que le MR ne souhaite pas se dissocier de l'Open VLD. Et puis question contenu, puisque alors que les préformateurs parlent surtout de régionalisation de compétences, eh bien les familles écologistes et libérales rappelle qu'il faudra sans doute aussi en refédéraliser certaines. Merci beaucoup Elisabeth. Orage dans l'air en politique donc, mais orage dans l'air aussi en Belgique. Le tonnerre et les éclairs qui nous touchent par endroits actuellement sont évidemment favorisés par les fortes chaleurs de ces derniers jours. Et il y a des records. Entre le 6 et le 12 août, la Belgique a connu la semaine la plus chaude depuis qu'on y enregistre officiellement les températures. On n'avait plus vu de telle chaleur depuis 1976. Et à cela s'ajoute aussi une sécheresse de longue durée. Daniel Welter. Des prairies complètement brûlées par le soleil et pas une goutte de pluie depuis plusieurs jours. Hier soir, ce quartier de Rochefort a été privé d'eau. Les autorités
en appelle à plus de vigilance. Les habitants qui vivent dans des quartiers où ils ne rencontrent pas de difficultés ne se rendent pas compte réellement de la problématique. Donc vraiment, il faut une solidarité au niveau des citoyens rochefortois et que tout le monde applique les dispositions de l'ordonnance qui a été prise. Il est dès lors demandé aux habitants d'éviter de gaspiller l'eau en arrosant les pelouses ou en remplissant les piscines. Actuellement, 16 communes wallonnes connaissent une pénurie d'eau. Depuis 2 semaines, le Centre régional de crise a constaté une surconsommation d'eau de 20%, mais pas de quoi s'affoler. C'est la norme. Donc en période de sécheresse, donc en période estivale, en juillet et août, c'est normal d'avoir ces pics de consommation de l'eau. C'est généralement entre 10 et 20%, 20-30% en pleine période de crise de sécheresse. Ce n'est pas tout. Avec une moyenne de 33,5 degrés au cours de ces 7 derniers jours, nous venons de vivre la semaine la plus chaude jamais enregistrée en Belgique. Bonjour à tous, l'alerte aux orages. L'IRM a placé l'ensemble du pays en alerte jaune. Des averses et de nouveaux orages sont attendus dans la journée, essentiellement l'après-midi et en soirée. Hier, ils ont déjà causé des dégâts dans plusieurs régions du pays. En SB, surtout dans la région de Warem notamment. Et des dégâts aussi dans l'est du Brabant wallon. Et à Bruxelles, les pompiers ont dénombré une 30aine d'interventions. Le CHU de Liège lance un appel aux volontaires pour tester son vaccin contre Covid-19. Pour cet essai clinique, l'hôpital universitaire recherche une 50aine de personnes âgées de 18 à 55 ans et de plus de 60 ans. Ils doivent être en bonne santé et ne pas avoir contracté la maladie. Les candidats à cet essai clinique peuvent se manifester sur le site du Centre d'études cliniques du CHU de Liège. Actuellement, plusieurs vaccins sont testés en Belgique et ailleurs dans le monde. Chaque mois, 3200 Belges environ renoncent gratuitement à une succession en passant par un notaire. Ce sont les chiffres de la Fédération royale du notariat belge. Les héritiers évite ainsi de devoir payer les dettes de la personne décédée. Un héritier peut renoncer gratuitement à une succession si la personne décédée laisse plus de dettes que d'actifs, ou plus précisément si le montant reçu par l'héritier après la déduction de toute la dette est inférieur à 5 000 €.